Merci beaucoup à vous. Bonjour à tous. Je vais faire une présentation qui sera un peu différente parce que je ne suis pas chercheur. Ce ne sera pas une présentation de type universitaire, mais ça va être un témoignage d'un acteur de terrain. Un témoignage que je vous présente en toute humilité puisque je ne suis au pays que depuis 3 ans, que je dirige cette chaîne Caledonia depuis donc 3 ans. Et en écoutant les 2 premiers intervenants, je me disais que dans ce pays fracturé qu'il décrivait, dans ce pays coupé en 2, on avait un rôle d'autant plus important à jouer. Et j'observe que chacun, vous avez terminé vos interventions par des mots qui nous parlent à Caledonia, puisque Caroline Graille a fini par poser la question des passerelles dans cette construction de l'identité calédonienne. Quant à M. Gaudin, il a terminé en appelant de ses voeux ce dialogue si important pour que les gens se rapprochent. Et la télé qui nous rapproche a bien ce rôle-là de faire discuter les gens, de les faire se comprendre. Et donc c'est sur cet angle-là que je voudrais axer mon intervention, vous expliquer comment est née cette chaîne, dans quel esprit, comment elle essaye aujourd'hui de construire ce lien social qui, c'est vrai, est difficile à construire, mais je vous expliquerai nos intentions. Et puis les enjeux pour l'avenir de cette chaîne, de ce média, dans la construction peut-être d'une identité calédonienne, en tout cas d'un lien social plus fort dans ce pays. Pour commencer, pour nous immerger, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous montrer une bande-annonce qui est une version de travail. On est en train de la monter, mais je vous la montre en avant-première. Elle sera à l'antenne d'ici 3 semaines et ça permettra, pour ceux qui regardent peut-être peu la chaîne, d'avoir un aperçu de ce qu'elle propose au public. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Kwamekene la cho eni ya khwada la ichetani la idisorche eni apani ipia emesho ke thana pune madhimine ke khwada la pan na khwene jehu. Tout le monde vous critique. Oui, On s'en fout. les gens jugent sans connaître. Sans connaître, justement. Ils Ils ne devraient. savent pas ce qu'il y a dans votre cœur. Il n'y a que lui Voilà, là-haut. c'est ça. Alors, il faut séparer le blanc des jaunes. Séparer le blanc du jaune. Ah, pardon. On regarde toujours à la télé. Qui? Ben vous, Et c'est qui nous? ben vous, là, Allez, comment elle s'appelle notre chaîne? c'est un B. Ah oui, Michel Pimbé, tu l'as reconnu, qui est derrière. Boisson. Fanta. Je te donne la main? Ouais. I came from Italy, and so long trip to come, but it worked it, and yeah, I'm choosing. Voilà, encore une fois, c'est une version confidentielle de travail. Elle sera à l'antenne pendant la grille d'été, c'est-à-dire entre le 15 décembre et le 15 février.
Je vais revenir sur toutes ces images et ce qu'on a l'intention de faire avec l'équipe de Calédonia. Mais d'abord, un petit peu d'histoire de la chaîne. L'idée d'une autre télévision qui apporte un autre regard que le regard de RFO, qui a eu pendant des dizaines d'années le monopole dans ce pays. Elle avait été exprimée par Jean-Marie Djibaou, mais c'est dans les années 2000 que la province Nord a concrétisé ce projet. La province Nord avait d'abord essayé d'aider RFO à mieux parler du pays dans son ensemble en soutenant la création d'un bureau à Koné pour davantage de reportages en province Nord notamment et dans la culture kanak en particulier. Ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que le bureau était sous-utilisé et donc décision a été prise en 2005, 2006, 2007 de créer un autre média à travers une société d'économie mixte qui s'appelle STR, Société de télévision radio. Donc au début, il s'agissait de créer une télévision et une radio, et puis les choses se sont accélérées avec l'ouverture d'un multiplex TNT, donc l'arrivée de la TNT, la télévision numérique terrestre en Nouvelle-Calédonie. Et donc, priorité a été donnée à la télévision, mais le projet de radio est toujours là, en toile de fond. Il manque des radios dans ce pays. Et donc, il est possible qu'un jour, il y ait également Calédonia Radio. Toujours est-il que le CSA a donné son autorisation à NCTV à l'époque. C'était le premier nom de la chaîne, qui a commencé d'émettre fin 2013, en décembre 2013, avec une première période un peu chaotique, avec une direction qui n'a pas apporté satisfaction, pour ne parler que des programmes. Il y avait beaucoup d'achats de programmes en France, en Suisse, à l'étranger, des séries américaines. Le journal national, c'était une édition de BFM TV. Voilà, quand on parle d'identité, on voit tout de suite que ça pose question, ne serait-ce qu'en ouvrant le programme télé. Donc, il n'y avait pas d'actualité, il n'y avait pas de sujets locaux dignes de ce nom, et donc un audit a eu lieu fin 2015, et c'est là qu'il y a eu un changement de direction. Donc Laurent Lebrun a pris la direction générale et je suis arrivé comme directeur des programmes. Et puis là encore en 2016, dès début 2016, on a changé beaucoup de choses en créant rien qu'en 2016 une vingtaine de nouveaux programmes, notamment un journal télévisé en direct, le soir à 18h, des magazines thématiques, des coproductions, des émissions en partenariat avec les chambres consulaires, la CCI, la Chambre d'agriculture, un partenariat avec le festival Anuru Amboro pour les documentaires de création, des captations de spectacles et de conférences, la diffusion de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, etc. Donc la programmation, là, est devenue 100% calédonienne, avec une logique de rediffusion. Et puis, on a également relocalisé la programmation de la chaîne en formant des programmatrices ici au pays, les premières du pays, et puis en installant des paraboles qui nous permettent de diffuser depuis Koné, en tout cas pour ce qui concerne le numérique hertzien. Pour ce qui concerne Canal+, ça doit encore passer par Paris pour qu'ils créent leur multiplex. Donc voilà, cette chaîne est devenue 100% locale, et c'est pour ça qu'en 2017, on a voulu changer le nom de la chaîne en s'installant dans de nouveaux locaux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est posé toutes ces questions de l'identité. Qui est-on ? Qui est cette chaîne ? Quelle est cette chaîne du pays ? Quel nom va-t-on lui donner ? Quel logo va-t-on lui choisir ? Quel slogan va-t-on lui choisir ? Et ça rejoint les préoccupations, enfin les interrogations qui ont été soulevées jusqu'ici sur l'identité calédonienne, puisqu'il s'agit de faire une télé du pays. Quand on m'a proposé la direction de la chaîne, la première question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que ça doit être, cette chaîne ? Et depuis le début, ça ne doit pas être une chaîne identitaire kanak. Ça ne doit pas être une chaîne indépendantiste. Ça ne doit pas être une chaîne de la province Nord. Donc, par exemple, certains nous ont dit vous allez vous appeler Kanak Plus. Ben non, c'était pas l'idée. C'était une chaîne du pays. Et donc, on a fait travailler des étudiants calédoniens à Paris qui ont fait une 50aine de propositions et on a choisi Calédonia. Voilà, pour la principale raison que ça référait davantage à l'ensemble du pays, avec cette terminaison féminine qui nous plaisait bien,
Et puis, le plateau, on l'a conçu pour qu'il renvoie aux couleurs du pays. Donc, il y a un bloc de béton-terre sur notre plateau à Koné qui renvoie à ce lien à la terre. Des couleurs bleues, bleu Pacifique, bleu lagon. Et puis, ce logo qui vient se poser sur ces éléments naturels. Logo que l'on peut voir comme une empreinte digitale. Mais certains y verront des traits de sculpture, du tressage, des motifs de poterie, du maquillage ou encore des tatouages. On peut aussi y voir des racines ou encore les différentes îles d'un archipel. Caledonia, d'ailleurs, fonctionne aussi bien en français qu'en anglais. Et notre ancrage régional est quelque chose d'extrêmement important. On a lié des partenariats, on a noué des partenariats avec le Vanuatu. On est diffusé au Vanuatu, avec TNTV en Polynésie, avec une chaîne avec laquelle on fait des échanges de programmes. Nous sommes membres de Pacifica TV, qui est une organisation néo-zélandaise qui nous permet de recevoir des programmes anglophones. C'est ce qui nous permet de faire un JT du Pacifique le vendredi soir, en anglais sous-titré en français. Et puis, on a également un partenariat en construction avec le groupe SBS en Australie, à travers la chaîne NITV, qui est une chaîne aborigène du groupe NITV. Et puis le slogan, j'y reviendrai un peu plus tard, c'était déjà la télé qui nous rapproche, sous l'ère NCTV, et on a décidé de le garder. Récemment, vous l'avez sans doute lu ou entendu dans la presse, la chaîne a été soutenue par la province Sud, et puis la province des Îles doit voter le mois prochain pour entrer au capital également. Ce qui est bien le signe que ce n'était pas une chaîne du Nord. La province Nord a voulu depuis le début que ce soit soutenu par l'ensemble des collectivités. C'est maintenant presque chose faite. Voilà, l'entrée de la province Sud officialise, on va dire, la dimension pays de la chaîne et on s'en félicite. Maintenant, qu'est-ce que Caledonia fait avec l'argent public qu'elle reçoit et comment est-ce qu'elle peut contribuer à ce fameux dialogue, à ces fameuses passerelles pour la construction du pays? D'abord, je dirais en appliquant des principes professionnels qui sont les fondamentaux du journalisme, recueillir l'information, la recouper, la vérifier, la hiérarchiser, l'expliquer, la suivre jusqu'au bout. Pas facile avec une équipe qui n'a pas été formée au départ au journalisme. Il y a seulement sur les 22 journalistes de la rédaction, 2 journalistes qui ont fait une école en formation initiale. Donc ça renforce évidemment l'impérieux besoin de formation continue et on s'y attelle. Ensuite, puisqu'il s'agit de créer un média, ce qui est assez rare à notre époque, il y a plutôt des médias qui disparaissent plutôt que des médias qui apparaissent. L'idée, c'était, d'un point de vue méthodologique, de travailler sur la relation de confiance. Et pour vous parler de ça, je voudrais m'appuyer sur une initiative américaine récente qui s'appelle le projet 32%. Le projet 32%, ça a été porté par des citoyens et des chercheurs américains, par des journalistes et des chercheurs américains, pardon, qui ont voulu réagir à l'affirmation répétée de Donald Trump selon laquelle les médias sont l'ennemi du peuple. On voit d'ailleurs en ce moment même en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, à quel point les médias sont pris à partie, attaqués, parfois violentés. Et c'est le signe qu'il y a un problème entre le public et les médias. Et ça doit nous interroger quand on crée un média, parce que sans la relation de confiance, difficile de créer du lien social et du dialogue. Donc, les participants, les initiateurs de ce projet ont décidé de rencontrer des dizaines d'Américains pour les interroger en profondeur, contrairement à un sondage où il y aurait eu des réponses un peu rapides, en profondeur sur comment retisser le lien de confiance entre les médias et les citoyens. Et ils sont parvenus à 4 conclusions. La première, c'est, ils ont appelé ça « ouvrez la boîte noire ». Voilà, si les médias d'information veulent gagner leur confiance, les citoyens ont déclaré qu'ils devaient prendre des mesures actives pour communiquer à la fois sur leur mission et sur leur méthode. Les participants ont déclaré que cela pouvait aller de la mise à disposition d'interviews non éditées à l'explication de termes journalistiques en passant par l'ouverture de salles de rédaction pour des visites publiques. Et je crois que ça, c'est très important, qu'on explique comment on travaille.
Pas plus tard que la semaine dernière, on l'a fait. Lundi dernier, on a sorti des vidéos de policiers qui avaient des comportements abusifs sur des personnes interpellées ou gardées à vue. Et ça a interrogé certains en disant « mais d'habitude, vous ne faites pas ça, Calédonia, vous traitez peu le fait divers, et là, tout d'un coup, vous montrez ça, c'est dangereux. » Donc, on a expliqué pourquoi on le faisait et comment on le faisait, en rappelant que c'était le droit des citoyens qui était aussi rappelé et le comportement adéquat des forces de l'ordre qui était également rappelé dans notre approche. Et ça a suscité de nouveau beaucoup de commentaires. Donc on sent que les citoyens sont en demande de ce dialogue entre les médias et la manière dont ils travaillent et eux-mêmes. Deuxième conclusion, créer une mission partagée. Les citoyens ont besoin de savoir qu'une publication partage explicitement les valeurs de la communauté et que tout le monde travaille ensemble pour atteindre un objectif commun. Pour certains, cela signifiait faire du journalisme en tant que membre d'une communauté plutôt qu'en tant qu'observateur extérieur. Pour d'autres, cela impliquait d'exiger que les médias placent leur mission de service public avant les profits à court terme. Sans un sentiment de mission commune, de nombreux participants ont déclaré qu'ils continueraient à considérer les médias d'information comme travaillant pour les annonceurs et pas pour eux, pas pour les citoyens. Ça, c'est intéressant parce que je dis souvent à mon équipe, pensez non pas à vos actionnaires, non pas aux annonceurs, pensez aux citoyens qui sont devant leur télévision. Et je crois aujourd'hui, et ça a été le sens du débat à la province sud lors de l'entrée au capital de cette collectivité dans Calédonia, je crois aujourd'hui que les médias calédoniens souffrent de cette logique de bloc qui a prévalu pendant des années et qui fait qu'on a des radios qui sont politisées, comme RRB et Jido. Et je pense que c'est ça qui agace au fond RRB, c'est qu'ils sentent qu'on a réussi à dépasser cette logique de bloc qui sclérose la situation. Hein, j'ai un peu entendu ça dans les propos de Patrice Gaudin quand vous avez dit qu'il y avait une insistance à construire une structure conflictuelle. Il y a une forme d'insistance aussi à se dire mais non, mais nous, on doit défendre la voix de la France ou on doit défendre la voix des indépendantistes. Je crois qu'un média, ça doit dépasser ça. Surtout aujourd'hui, avec la révolution numérique où le Rassemblement, les Républicains, peut très bien créer ces médias, et les a d'ailleurs sur le web, sur les réseaux sociaux, et n'a plus besoin d'une radio pour porter sa parole. Les citoyens, ils ont besoin de médias pour porter leur parole et pas la parole d'une partie de la population. Ensuite, troisième conclusion de ce projet 32%, pas de diversité, pas de confiance. Dans tous les entretiens, les participants ont déclaré qu'ils ne se voyaient pas ou que leur vie ne se reflétait pas dans les nouvelles qu'ils consomment. Ils ont déclaré que les journalistes produisaient des histoires qui découlent de leurs expériences et de leurs expériences personnelles, mais ont souligné que les personnes de couleur et celles vivant dans les zones rurales, par exemple, ne sont pas bien représentées dans les médias. Les salles de rédaction homogènes ont tendance à produire des histoires homogènes. Et ça pose la question de la diversité sociale des médias, sur laquelle j'avais, il y a une dizaine d'années, réfléchi à l'école de journalisme de Lille, puisque dès l'école de journalisme, on avait un manque de diversité, et donc on avait créé un dispositif pour permettre d'amener de la diversité dans cette école. Aujourd'hui, je dirige un média, pour le coup, qui est extrêmement ressemblant à sa population. Hein, on a des journalistes qui viennent des quatre coins du pays. Hein, ils ont grandi, je vais reprendre exactement, ils ont grandi à Poindimier, ils ont grandi à Koné, à Lifou, à Maré, à Puebo, à Nouméa, à Canala. On a un peu plus de femmes, on a 21 femmes et 12 hommes, et une moyenne d'âge assez jeune, 31 ans. Mais ce que nous disent souvent les téléspectateurs, c'est qu'on arrive à raconter des histoires du pays parce que les gens reflètent la diversité de ce pays. On a vraiment une grande diversité qui est due aussi au fait que ces gens, je parlais d'un talon d'Achille tout à l'heure, mais s'il a une force, ces gens n'ont pas fait pour la plupart d'études supérieures, d'écoles de journalisme. Ils ont eu des métiers bien différents avant et j'ai jamais vu, moi, dans une autre rédaction, une telle diversité. Donc ça, c'est extrêmement précieux. J'ajoute qu'on a lancé un
projet de journalisme participatif qui s'appelle Les Yeux du Pays, c'est-à-dire que cette chaîne est pour les citoyens, mais elle peut se faire aussi par les citoyens qui peuvent s'emparer de cet outil avec des didacticiels qui sont sur notre site internet pour tourner des images, les monter, les envoyer, puisque aujourd'hui, dans notre poche, on a tous une caméra, un banc de montage et une antenne satellite, ça s'appelle un smartphone. Voilà, et ça, c'est une chance historique. Et dès le début du projet, d'ailleurs, il y avait cette dimension participative sur le modèle un petit peu des observateurs de France 24. Et puis, dernière conclusion du groupe de travail américain, insister sur le positif. L'une des plaintes les plus courantes que nous avons entendues était que les nouvelles étaient trop négatives. Et même si les récits sur la criminalité, les accidents de voiture, la corruption peuvent attirer l'attention du public, ils n'aident pas à gagner la confiance à long terme. Quand quelque chose de bien se passe dans mon quartier, je ne le vois pas, a déclaré un activiste de Boston. Mais si quelqu'un tire sur une personne, alors là, première page. Les participants à la recherche ont déclaré qu'ils souhaitaient que les nouvelles reflètent plus fidèlement le sentiment positif général qu'ils éprouvent dans leur vie quotidienne, mais cela ne signifie pas qu'ils s'intéressent uniquement à une couverture feel-good. De nombreux participants ont plutôt souligné le besoin de plus d'histoires mettant l'accent sur la solution des problèmes plutôt que sur les problèmes seulement. Voilà, comme ils le disent, il ne faut pas pécher par angélisme non plus, mais être dans une approche constructive, en montrant des solutions, en montrant des initiatives, en montrant des rencontres, en faisant la promotion de la mixité. Voilà, on l'a vu dans les images. Et à ce titre, on n'a pas de mal, franchement, à trouver des lieux où les gens se rencontrent, si on cherche bien. Par exemple, les foires agricoles. On a parlé de cette société complètement fracturée. Je crois qu'il y a quand même des lieux où les gens se rencontrent. On peut aussi les susciter. Quand Cédric Thia de Wehari va à la rencontre de gens qui ne lui ressemblent pas, il crée ces rencontres et il donne son sentiment et il découvre des choses pour le citoyen. Donc, je pense que tout ça, c'est possible. Et puis, pour terminer sur la manière dont on essaye de créer ce lien social, de l'encourager en tout cas, je dis parfois que Calédonia, ça doit être une télévision endémique. C'est-à-dire qu'elle doit aussi valoriser les spécificités de ce pays. Alors, rapidement, on essaye notamment de ne pas couper la parole. Voilà, ça c'est quelque chose qui est fort ici au pays et on essaye de s'y tenir. Tant pis si la réponse est un peu longue, un peu complexe, mais il faut qu'on se donne ce luxe. Et les personnes interviewées nous en savent gré. Le respect, je vois parfois des journalistes prendre quelques heures pour aller rencontrer les gens avec qui ils ont envie de tourner sans la caméra, en leur expliquant leur démarche, en prenant le temps, en leur laissant la possibilité de dire non, plutôt que d'arriver caméra à l'épaule en mettant le pied dans la porte. Voilà, ça c'est très important. Tant pis si on produit un peu moins. Ensuite, les réponses sont plus importantes que les questions. On ne cherche pas à se valoriser en tant que journaliste en trouvant la question de 3 km qui va faire qu'on va briller un moment à la télévision. C'est la réponse qui compte. Et puis, ça a été dit, la culture, la connaissance, le savoir, voilà des ingrédients qui font que les gens vont se retrouver, se connaître, mieux se comprendre. On a vu un extrait du JT en langue kanak. Ce jeudi à 18h, on va faire le premier JT en Kharachu de l'histoire de la télévision. C'est dans l'accord de Nouméa. Il y a un article qui dit que les médias doivent mieux valoriser la culture kanak et notamment les langues kanak. Voilà, on l'a fait. Et pourtant, j'en ai entendu aussi là, où tu vas pas y arriver, pourquoi telle langue plutôt qu'une autre. Il y a toujours des problèmes, sauf qu'on peut les surmonter d'une manière ou d'une autre. Voilà, et puis je ne parle pas des conférences, des spectacles que l'on capte pour valoriser tout ce qui se fait au pays. Je terminerai mon propos par notre slogan, la télé qui nous rapproche, en vous disant que cette notion de proximité, c'est un peu une tarte à la crème quand on est dans les médias locaux, c'est-à-dire qu'on est proche des autres, on est proche géographiquement, et du coup on a l'impression d'être proche tout court. Il y a même un slogan dans les années 2000 sur France 3 qui disait « De près on se comprend mieux ». Mais je ne suis pas d'accord avec cette approche. De près on se comprend mieux, ça vaut pour les gens qui ont des troubles auditifs à la limite. Mais ce n'est pas une notion géographique, la proximité. On se sent proche de gens qui sont au bout du monde, et parfois on se sent très loin de ses voisins.
Donc c'est une notion qui est plutôt psychologique, qui est plutôt humaniste, plutôt, voilà, je ne sais pas comment la décrire, mais à mon avis, on a intérêt à être plutôt sur ces notions-là. Comment travailler sur l'altérité, au fond, comment aller à la rencontre de l'autre et s'intéresser à lui, surtout s'il est différent. Comment le comprendre, comment le respecter. Et donc, moi aussi, j'aimerais terminer par l'accord de Nouméa, qui a été cité auparavant, avec un des articles de l'accord de Nouméa qui me semble essentiel, l'une des formulations de l'accord de Nouméa qui me semble absolument essentielle, et qui regroupe les 3 tendances dont vous parliez, Monsieur Gaudin. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable. Et je crois que, au fond, chacun doit peut-être interroger sa propre colonialité, son propre rapport à ça. Pour ma part, je le fais. Je l'ai dit, je suis là que depuis 3 ans. J'essaye de faire une chaîne qui ne me ressemble pas, mais qui ressemble au pays. C'est difficile, mais j'ai une équipe pour ça, qui, elle, est du pays. Et c'est aussi pour ça que dans un an, je céderai ma place, je l'espère, à un Calédonien que je vais essayer de former l'année prochaine pour que cette chaîne, elle devienne encore plus calédonienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, comme on disait tout à l'heure, on a du temps pour des questions qui peuvent porter sur n'importe laquelle ou tout ensemble des interventions de ce matin. Donc, à vos questions. On aura le temps de manger, hein? Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je me nomme Gérald Cortot. J'ai été un proche collaborateur de Monsieur Tshibahou, son directeur de cabinet. J'ai vécu avec lui toute sa vie politique et même avant Mélanésia 2000. Donc, j'ai une intervention sur les différents intervenants. La première, la dame qui était intervenue lorsqu'elle évoquait Mélanésia 2000 en 1975 et 50 000 spectateurs qui étaient venus les voir. Je crois qu'il y a un oubli, c'est que à travers ce qu'avait créé Jean-Marie Tshibahou et ce qu'il voulait montrer au monde, il y avait aussi, parce que Jean-Marie Tshibahou avait baigné de par son père, qui était à l'époque à l'Union calédonienne, et la vieille devise de couleur un seul peuple, il y avait aussi une volonté de Jean-Marie Tshibahou, ça avait été de faire Calédonia 2000. Juste après Mélanésia 2000, il y avait Calédonia 2000. Et là, il y avait des personnes qui se sont opposées à ce que Calédonia 2000 puisse être réalisé. Et ça correspond à ce que disait Patrice Gaudin tout à l'heure, c'est ces choses importantes où en fin de compte, on n'a jamais été au bout de ces choses importantes. Et Calédonia 2000, c'était quelque part pouvoir rester dans la logique de la devise de son vieux parti, de l'Union calédonienne de couleur un seul peuple. Et on verra le souci de Jean-Marie, on le retrouvera ensuite lorsqu'il est au gouvernement à Nainville-les-Roches avec les victimes de l'histoire. Là aussi, il y a le peuple kanak et puis cette communauté de destin où il faut tout de même la définir et où on donne le droit de vote aux personnes dont un des parents est né en Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, ça n'aboutit pas, refus. Et moi, je dirais que ce refus de 1983, c'est en gros ce qui va amener à ce qu'on va appeler les événements de 84 et de 88. Lorsque l'on regarde ensuite les accords de Matignon, Oudinot,
là, on retrouve encore ce problème du corps électoral avec les 10 années de présence en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, au niveau de l'accord de Nouméa, qui est la continuité des accords de Matignon-Oudinot, on va trouver enfin la définition de ce corps électoral et des populations intéressées qui, en fin de compte, sont la base de cette communauté de destin. Alors, je crois que tout cela, c'est important parce qu'en même temps qu'il y a toute cette revendication identitaire, il n'a jamais oublié toute cette démarche et la devise de son vieux parti. Alors, je dirais que par la suite, il y a eu une intervention sur l'économie. Excusez-moi, j'ai tout noté, comme ça on pourra. Et au niveau de l'économie, j'avais en charge donc le schéma d'aménagement et de développement, et c'est Patrice Godin travaillé avec moi sur le sujet. Et au niveau de l'économie, par exemple, on n'avait jamais pris en compte ce que nous, on avait appelé l'économie vernaculaire. C'est-à-dire tous ces échanges qui pouvaient se passer et qui sont extrêmement importants en Nouvelle-Calédonie, au niveau donc de tout ce qui est clan du bord de mer, clan de la montagne, et tous ces échanges-là, à partir du moment où ils n'étaient pas marchands, n'étaient pas pris en compte au niveau de nous. Et on a soulevé ce problème, nous, lorsqu'on a abordé le sujet, et c'est aujourd'hui quelque chose qui est maintenant pris en compte au niveau du pays. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, je crois que, bon, Patrice l'a aussi dit, mais il est clair que le contrat social, s'il n'y a pas de contrat clair et volontaire de décolonisation, pour ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas possibilité d'avoir le contrat social. Et je crois que aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'en fin de compte, l'État français puisse dire d'une façon très claire, on voulait savoir quelles étaient les positions des populations, on l'a au niveau du référendum, c'est clair. Maintenant, quelle est la position du gouvernement français, quelle est la position de l'État français, qu'est-ce qui l'intéresse? Et ce n'est pas s'abaisser que de dire mais aujourd'hui la Calédonie peut être le petit porte-avions de la langue française au niveau de cette région du monde. Qu'est-ce que ça implique? Il y a une discussion. Le président de la République a évoqué le fait que la France se retrouvait la deuxième puissance par rapport à son espace maritime et que la Calédonie apporte entre autres. Qu'est-ce que ça implique? Et ce sont toutes ces discussions-là qu'il faut pouvoir l'évoquer avec la France qui ne doit plus être arbitre, mais qui doit être partie prenante au niveau des discussions. Et à partir du moment, je pense, où la France sera partie prenante de cette façon-là, ça va faciliter aussi la position des autres communautés, autres que les Kanaks, à pouvoir faire le pas vers cette émancipation. Pour la télévision, parce qu'il y en a un petit peu pour chacun, pour la télévision, je dirais félicitations à la télévision par rapport à ces émissions. Et vous savez, on organise souvent des réunions et les gens m'invitent à évoquer le sujet. Et il y a quelques semaines de ça, nous évoquions le fait qu'en fin de compte, la télévision NC Première, par exemple, n'était pas capable de laisser la parole aux gens jusqu'au bout, de pouvoir s'expliquer. Et là, nous avions des spécialistes en communication qui nous disaient oui, mais c'est aussi le modernisme, c'est aussi les téléphones portables, c'est aussi Internet qui fait que on doit toujours être à l'avant-garde de l'information, sinon nous sommes dépassés par les réseaux sociaux. Et là, j'ai un ami qui a fait une réflexion extrêmement intéressante et qui disait, vous savez, j'ai l'impression, quand je vous regarde et quand vous partez dans ce sens-là, j'ai l'impression que on a l'affaire à un hamster qui est et qui pédale à toute vitesse et qui a l'impression d'avancer, mais en fin de compte, vous faites du surplace parce que vous n'avez pas laissé le temps aux gens de s'expliquer. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et en plus, il dit, lorsque l'on est dans une zone comme celle-ci, la zone Pacifique où les gens
prennent le temps de vivre, prennent le temps de discuter. Vous ne pouvez pas continuer à faire l'information. Il y avait une personne de RFO qui était avec nous aussi. Vous ne pouvez pas continuer à faire l'information comme vous le faites. Comme au niveau des invités, et j'en finirai là, au niveau des invités sur le plateau, s'il vous plaît, mettez des gens de tendances différentes, mettez des gens qui peuvent apporter quelque chose, mais évitez quelque part à ce que l'on vienne réinventer l'histoire ou quelque part nous raconter des choses qui ne sont pas réelles. Je crois que ça, c'est extrêmement important que vous puissiez avoir sur vos plateaux la diversité pour pouvoir amener un véritable débat. Ça, c'est important, et surtout des gens qui ont vécu les choses. Parce qu'on a souvent des gens qui aujourd'hui, il faut faire attention dans la période où on va arriver, des personnes qui font parler les morts et qui en fin de compte n'ont pas obligatoirement la connaissance de tout ce qui s'est passé. Merci. Bon, je pense que ce n'était pas des questions, mais un très riche commentaire. Maintenant, tous ceux qui veulent embrayer là-dessus, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on continue cette discussion générale où le chef nous dira quand on arrête. Le chef vous dit qu'on peut encore prendre une ou deux questions. On est un petit peu à la course, mais il faut quand même prendre le temps du débat. Est-ce que je peux juste, en 2 phrases, je voulais vous remercier pour cette parole-là, parce que effectivement, vous parlez de gens qui ont vécu les choses, et vous faites partie de ceux qui ont vécu les choses. Votre témoignage nous est précieux. Effectivement, j'ai pas évoqué Calédonia 2000 parce que ça n'a pas abouti, et parce que déjà on a l'impression aujourd'hui, avec le recul, que Mélanésia 2000 était unanimement attendu, célébré, et c'est vraiment quelque chose qui, de toute évidence, a posé problème, a opposé les gens, n'a pas reçu peut-être le soutien que Jean-Marie Tjibaou et ceux qui étaient autour de lui avaient escompté. Ce n'est qu'après, avec le succès et avec de fait cette communauté culturelle qui se mettait en place, qu'on a vu une adhésion plus massive à cet événement, qui reste aujourd'hui, de mon point de vue, après c'est bien d'en discuter, le moment réellement où la conscientisation culturelle et l'appartenance à une même communauté culturelle se voit, se fait jour, et ensuite ouvre la voie vers une affirmation politique. Mais en tous les cas, merci, parce que vous faites partie de ces témoins précieux qui devraient être là d'ailleurs à notre place. Bien, s'il n'y a pas de... Oui, une question. Entre-temps, je voudrais vous dire aussi sur l'accélération dont vous parliez que je suis totalement d'accord, et c'est pour ça qu'on laisse la parole. J'ai entendu parfois des journalistes dire « des études montrent qu'au bout de 12 secondes, les gens vont zapper ». Mais ça, c'est mortifère, c'est une bêtise absolue. Et je crois aussi à la thèse selon laquelle l'accélération va nous mener à une catastrophe. C'est Paul Virilio qui le dit. Il ne faut pas tout accélérer, il faut arriver à ralentir certaines choses, à se poser, à rentrer dans la subtilité, la complexité d'une pensée pour échanger de manière constructive et intelligente. Oui, pour poursuivre sur la présentation de Patrice, et je remercie l'ensemble des conférenciers, ma question serait, d'un point de vue concret, quelles instances permettraient ce travail sur le contrat social futur, sur le destin commun, sachant que je trouve, ce qui est très en avant aujourd'hui, c'est un débat politique, et le débat politique et les instances politiques c'est très clivant, c'est clivant. Donc on entend, vous avez parlé, M. Gandin, d'aspects positifs, on trouve dans les débats politiques des éléments qui sont clivants et pas toujours positifs. Donc, bref, ma question c'est, qu'est-ce qui permettrait concrètement de faire avancer ce débat dans la société? Dans quelles instances? Bon, j'ai essayé de me lancer, c'est bon? Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est nécessaire, et que cette prise de conscience,
elle va se jouer dans les semaines, dans les mois, dans l'année qui va venir. C'est-à-dire que on voit bien que la solution politique telle qu'elle a été forgée jusqu'à maintenant amène à une sorte d'impasse. Il y aura indépendance sans communauté de destin, ou il y aura communauté de destin avec une vraie décolonisation et une vraie réflexion sur l'avenir de ce pays. C'est ça l'enjeu fondamental. L'idée qu'on puisse se passer d'une position ne peut pas avoir lieu, sinon on aura les affrontements. Donc je crois que les choses sont là. Maintenant, je crois qu'on est dans une société où la mise en place de véritables processus démocratiques au sein du pays est absolument nécessaire. C'est-à-dire, est-ce que on va enfin utiliser et être capable d'utiliser les instruments politiques qui existent, les assemblées de province, le congrès du territoire, comme un lieu où va s'élaborer la discussion? Ou est-ce qu'il faut à chaque fois aller à Paris, convoquer au ministre chez le ministre pour aller discuter? C'est ça la question. C'est sûr que il n'y a pas de solution qu'on pourra proposer de l'extérieur. Les choses ne peuvent venir que de la volonté, à un moment donné, des gens de ce pays de se prendre. Bon, il y a la vie chère. À un moment donné, on n'arrive pas à faire avancer les choses. On va aller chercher le haut commissaire pour pouvoir servir d'arbitre et définir les choses. S'il n'y a pas effectivement cette prise de conscience à un moment donné des Calédoniens, des acteurs sociaux, économiques, politiques, qu'il n'y a pas d'autre solution que celle du débat, alors on n'y arrivera pas. Maintenant, il y a des tas de choses qui font penser que ça va bien. Il suffit de regarder la FINC, par exemple, la Fédération des petites entreprises, des industries de Nouvelle-Calédonie, pour s'apercevoir qu'aujourd'hui, il commence à se dire qu'il va falloir changer le mode de management et prendre en compte. Ce sont des choses qui sont en train d'exister. Donc moi, je pense que le problème ici, il est assez simple. Les risques d'affrontement existent, mais si on ne pense que ça, c'est plus penser. Penser, c'est forcément essayer de trouver des solutions. Et moi, je crois que la seule solution qui existe aujourd'hui, c'est, si on veut avancer vers la conception du lien social et du comité de destin, eh bien, c'est ce débat politique. Il y avait un schéma d'aménagement et développement de la Nouvelle-Calédonie. Il faut sans doute le réactualiser au niveau du diagnostic. Mais il y a encore temps de pouvoir lancer des débats, ceux qui auraient dû avoir lieu dans la construction de ce schéma. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour reprendre un certain nombre de choses concernant l'école. Je crois qu'il y a des possibilités de le faire. Après, c'est le déclic. Et là, bien entendu, voilà, on peut, nous, que dire ce qu'on sent, ce qu'on pense, avec l'espoir qu'à un moment donné, ça sera entendu. Ce qui est toujours difficile, parce que les gens vous accusent d'être de parti pris, comme si eux ne l'étaient pas. Vous voyez, vous êtes de parti pris. Voilà. Donc, c'est ça la difficulté, c'est desserrer le nœud de cette stratification sociale, qui est à la fois une stratification socioculturelle, une stratification socio-économique, un antagonisme politique, etc. Comment on peut commencer à desserrer ce lien-là? Ça ne peut se faire qu'à travers la prise de conscience qu'à un moment donné, on est dans la voie de garage. Et là, je pense que c'est ce que montrent les résultats. Alors après, on peut analyser différemment, montrent les résultats. Soit on est dans l'antagonisme plus total, soit on se rend compte qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la logique de l'accord.